Deuxième journée de mobilisation dans la rue aujourd'hui, et donc c'est demain que, on le sait, le Premier ministre va abattre ses cartes pour nous dire foule de détails sur ce dispositif qu'il veut instaurer. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Juste en préambule, cette nouvelle journée de grève aujourd'hui, deuxième grosse journée de grève, enfin de mobilisation dans la rue, une semaine de grève maintenant dans les transports. C'est l'occasion de rappeler que tout ça a été bien programmé, c'est ça, par les syndicats. Il y a cette contestation n'est pas le fruit du hasard. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et si on regarde l'histoire, c'est même assez frappant. Vous vous souvenez, l'an dernier, la SNCF avait fait une grève perlée. Il y avait 2 jours de grève, 3 jours de non-grève. C'était au mois de mai, au moment où il y avait plein de week-ends avec des ponts. Les gens ne savaient absolument plus ce qu'ils pouvaient programmer, etc. Les syndicats de la SNCF pensaient avoir trouvé un moyen extrêmement efficace de faire craquer les gens. Ça n'a pas marché. En revanche, là, quand vous regardez cette histoire-là, vous voyez que ça a été programmé dans le temps. Il y a eu ce que les syndicats appellent la construction d'un rapport de force qui a été extraordinairement efficace. Alors, je prends un petit peu de temps pour raconter l'histoire. On est le 17 juin. Il y a un tract UNSA RATP qui dit la réforme de la retraite, on n'en veut pas, on appelle à la grève au 13 septembre. Alors pourquoi c'est à la RATP? La RATP, c'est l'un des domaines où les régimes spéciaux sont les plus avantageux. Et donc, ce sont parmi les plus gros perdants d'une éventuelle réforme telle qu'elle est annoncée à ce moment-là. 3 mois, ça laisse le temps de s'organiser, ça laisse aussi le temps de sentir les autres syndicats de la RATP la pression de la base qui dit non, nous on ne veut pas de cette réforme. Et donc ils appellent à leur tour à la grève. La grève du 13 septembre RATP est un franc succès, il n'y a pas de métro, c'est le bordel dans Paris. Ouais. Ça marche donc très très bien. Que font les syndicats à ce moment-là? Ils auraient pu dire on recommence dans 15 jours, ou on recommence on l'a fait le 5 décembre, on l'a fait le 10 décembre, donc on recommence la semaine prochaine. Non, ils n'ont pas fait du tout ça. Ils ont pris quelques jours pour réfléchir, l'intersyndicale s'est réunie, ils ont dit on appelle à un mouvement le 5 décembre. Donc 3 mois plus tard pratiquement. Quel est l'intérêt d'appeler à un mouvement 3 mois plus tard? Premièrement, les syndicats dans d'autres secteurs extrêmement concernés par la réforme, la pression de la base monte aussi, et donc ils se lancent dans la grève. Ça s'est passé à la SNCF. Ça a ensuite gagné assez largement le secteur public. Appel de l'intersyndicale lancé le 16 octobre, donc 1 mois et demi après. Première chose. Deuxième chose, fin novembre, les salariés de la RATP, ils perçoivent leur 13e mois. Et donc le 13e mois, ça leur donne un peu d'argent pour gérer la trésorerie. C'est compliqué de gérer sa trésorerie quand on a beaucoup de jours de grève et qu'on a donc un salaire qui est moindre, voire qui disparaît si on fait grève tout le mois. Là, avec le 13e mois, ils ont un peu de quoi voir venir. La troisième chose, le 5 décembre, ils avaient hésité entre le 2, le 5 et le 10. Finalement, ils ont choisi le 5. Le 5 décembre, on est à 3 semaines de Noël. Et donc, ça met le gouvernement dans une seringue. Donc, le calendrier du gouvernement s'est calé sur le calendrier de la grève, ce qui est même assez remarquable. Ouais. Et donc là, le gouvernement, il va être pris dans les jours qui viennent, on ne s'en rend pas encore compte, dans ce calendrier construit depuis 6 mois. Et donc, soit il lâche sur la SNCF et la RATP d'ici la fin de la semaine prochaine, soit il y a des millions de Françaises et de Français qui ne pourront pas passer Noël en famille. C'est ça qui va se passer. Ouais. Et tout ça est programmé, et ça, c'est prévu. extraordinairement bien fait. Voilà. Et donc, ça va faire une pression maximale qui va monter dans les jours qui viennent, quoi qu'annonce le Premier ministre demain. Bon, et donc, ce qui est sûr, une fois qu'on a dit tout ça, notamment avec des mobilisations, encore une fois, aujourd'hui, des perturbations, c'est que le gouvernement demain va lâcher du lest. Suffisamment ou pas, parce qu'il faut éteindre l'incendie, sinon les Français passeront pas Noël en famille, c'est ça Oui, on parle. Et là, pour le coup, alors on attend la parole, encore une fois, du Premier ministre demain, mais les concessions, il y en a un bon nombre qui sont manifestement, qui circulent, quoi. Oui, bien sûr. Donc, dans les Échos aujourd'hui, nous révélons le fait que la première génération et qui s'appliquerait pleinement la réforme, c'est celle qui est née en 1975. Donc, on commence déjà à prendre pas mal de temps. Au départ, c'était 63, 68, 73, 75. Voilà, on est déjà à 12 ans. On va peut-être prendre encore 3-4 ans d'ici demain. On ne sait pas. Il y a encore des ajustements qui doivent être faits. Ça, c'est pour tout le monde ou c'est pour les régimes spéciaux?
Non, c'est pour tout le monde. Ah. C'est pour tout le monde. Donc voilà. Donc une quasi-clause du grand-père pour tout le monde. Donc il y a une clause du grand-père. On voit qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont en préparation, sans doute pour certaines femmes qui pourraient être pénalisées par la réforme. On voit aussi qu'il y a des augmentations de rémunérations qui vont être envisagées sans doute largement au-delà de ce qui avait été prévu. Dans un secteur où le système aboutissait à une nette dégradation de la situation des retraités, ce sont les enseignants. Les enseignants sont très nombreux, ils sont plus d'1 million. Il y a beaucoup d'entre eux, en particulier dans les écoles maternelles et les primaires, qui ne touchent pas de primes. Donc pour beaucoup d'autres fonctionnaires, les primes vont être intégrées dans le mode de calcul de la retraite et donc ça va revaloriser un peu. Pour eux, non. Et donc ils se trouvent extrêmement pénalisés par le système. Donc il va y avoir juste titre, mais à ce cas, il y a d'autres fonctionnaires qui sont peut-être aussi derrière à l'affût, de se dire, mais nous aussi, dans les starting blocks, nous aussi, on a très peu de primes. Non. Et peut-être qu'on a aussi d'avoir des compensations. Il y a deux grosses masses, c'est les enseignants et en grande masse, beaucoup d'individus concernés. C'est les enseignants et le petit personnel hospitalier. Et donc dans ces deux secteurs-là, clairement, la situation va être très tendue. Ouais. Sachant qu'encore une fois, pour désamorcer la colère, il y a les concessions sur l'entrée en vigueur, la bascule, pour celles et ceux qui seront concernés. Après, il y a aussi une autre concession qui se profile, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'économie dans l'immédiat. Manifestement, ce n'est pas encore arbitré, ça sera sûrement ce soir à l'Élysée entre le Président et le Premier ministre, mais l'idée de renvoyer l'équilibre du système à plus tard, dans les mains, encore une fois, de cette future caisse nationale, qui aura d'ailleurs la main ou pas d'ailleurs pour pour choisir les mesures pour équilibrer le système. On refile la patate, le bébé. Alors ça, il faut revenir encore une fois un peu dans le temps. Au départ, quand cette réforme a été annoncée par le candidat Emmanuel Macron, le but, c'était pas d'équilibrer les régimes. On pensait à l'époque que les régimes seraient à peu près équilibrés avec les projections qui avaient été faites notamment par le Conseil d'orientation des retraites. Et donc le but, c'était de rendre le système plus juste. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que le système aujourd'hui est complètement illisible, mais le système est profondément injuste. Et donc, injuste parce que finalement, qu'on ait le même métier dans le public ou dans le privé, on n'aura pas du tout la même retraite. On n'a pas du tout la même retraite. Si on a fait des carrières dans des univers différents, si on a été tour à tour indépendant, salarié du privé, salarié du public, on a des retraites qui sont massacrées. On a un système qui est bourré de biais, qui est un système qui est profondément injuste. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Le système est tellement illisible qu'on ne voit pas ces injustices. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir sa retraite. À quelques années de partir à la retraite, c'est très difficile de savoir, sauf si on a une carrière linéaire dans la même entreprise tout le temps. Donc là, on sait à peu près. Sinon, c'est extrêmement compliqué, même pour des cas individuels. Donc aujourd'hui, le système est truffé d'injustice. Et la réforme que voulait le candidat Emmanuel Macron, c'était une réforme qui mettait plus de justice. Et puis ensuite, c'est rajouté plus tard, et en particulier avec le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été rendu le mois dernier, c'est rajouté la question de l'équilibrage du système. Et c'est difficile de changer complètement de système en disant on se fiche de son équilibre. Donc les deux questions interviennent dans le débat en permanence. Et donc là, le gouvernement va tenter de les redéconnecter, de revenir au projet initial en disant on équilibrera après. Ça va être très compliqué à faire. Donc la partie est serrée pour le président parce que s'il ne fait pas cette concession, il perd son seul allié, c'est la CFDT de Laurent Berger. Et si les concessions sont trop nombreuses, finalement, le président perdra son statut de réformateur. Et là, pour le coup, il se met en difficulté par rapport à la fin de son quinquennat, si le projet est vidé de sa substance, et même dans l'optique de l'élection présidentielle de 2022. Donc l'équation est compliquée pour le président. Et donc là, on rejoint la prophétie de Michel Rocard, qu'il avait fait en 1990, quand il était Premier ministre, un forum de l'expansion auquel j'assistais, je travaillais à l'époque pour ce journal, et qui disait... qui a dit, avec la réforme des retraites, il y a de quoi faire tomber tous les gouvernements pendant 25 ans. Édouard Balladur a fait une réforme des retraites juste après, mais il venait d'arriver à Matignon, c'était dans une période de crise, donc il a pu le faire sans trop de difficultés. Mais ensuite, il y a eu 1995, Jacques Chirac et Alain Juppé ont échoué magistralement. Pendant les 5 ans qui ont suivi, Lionel Jospin, Premier ministre, n'a strictement rien fait sur les retraites.
Et donc ensuite, il y a eu des ajustements partiels qui, à chaque fois, ont provoqué les plus grands mouvements sociaux de ce pays. Les réformes Fillon de 2010, c'est plus d'1 million de personnes dans la rue. Jusqu'où le gouvernement et le président vont devoir reculer, encore une fois, et quelle stratégie par rapport aux syndicats? Parce que l'idée, c'est d'isoler les syndicats, on a compris, les plus contestataires, et de se mettre dans la poche la CFDT. Après, on a comme une CGT et FO qui disent, nous, on ira jusqu'au bout, tant qu'il n'y aura pas un retrait pur et simple du gouvernement, même la clause du grand-père ne semble pas, en tout cas dans les discours qu'on entend, les satisfaire. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes qui sont distincts. Le premier, c'est SNCF RATP. Ouais. Et le deuxième, c'est le reste surtout du secteur public, puisque c'est là que les revendications sont les plus fortes, parce que c'est là aussi qu'il y a potentiellement beaucoup de perdants. Donc le gouvernement va devoir choisir. Je pense que s'il arrive à déconnecter les deux, à ce moment-là, il a une chance de parvenir à une mesure un tant soit peu efficace. S'il n'arrive pas à enrayer la contestation, qui est très forte, qui est très motivée, la pression de la base est extrêmement soutenue à la SNCF et à la RATP, à ce moment-là, il va avoir beaucoup de mal à faire passer quoi que ce soit. Parce que la clause du grand-père satisfait encore une fois CFDT et l'UNSAC, comme le deuxième syndicat à la SNCF. Mais c'est encore une fois pas suffisant pour les autres. Donc l'idée, c'est de fracturer ça satisfait les dirigeants de ces syndicats. Mais pas la base. Mais pas la base. L'an dernier, la SNCF a fait grève contre le nouveau statut du cheminot. Ouais. Le nouveau statut du cheminot, c'était une clause du grand-père. Ce nouveau statut ne s'appliquait qu'aux nouveaux venus à la SNCF, aux nouvelles recrues. Elle ne s'appliquait absolument pas à tous ceux qui étaient en place et qui ont fait grève. Ils ont fait grève, ils ont échoué, mais ils ont fait grève tout de même pendant un certain nombre de jours pour empêcher un système qui était un système pur grand-père. Donc que je comprenne, ça se finit selon vous, encore une fois, c'est la politique fiction, avec recul en race campagne, où derrière on peut se dire qu'il y aura beaucoup de concessions qui vont être lâchées, notamment dans les transports, mais pas seulement, pour beaucoup de fonctionnaires, et derrière ça va coûter hyper cher, parce que ces concessions, elles vont plus de salaire, encore une fois, et motiver pour les enseignants, mais derrière, ça va coûter, il y aura un gros chèque, et l'objectif au départ de la réforme, on nous avait quand même dit aussi, c'était quand même qu'elle fasse un peu d'économie, donc... Non, encore une fois, l'objectif initial de la réforme, c'était pas faire des économies. C'est mieux se greffer à un moment donné dans le débat. Voilà, c'était rendre le système plus juste. Le scénario, moi, qui me paraît actuellement se mettre en place, c'est un gouvernement qui va faire beaucoup de concessions sans parvenir à enrayer ce qui se passe à la SNCF et à la RATP. Donc il va perdre sur les deux tableaux, parce que SNCF et RATP, ils vont continuer jusqu'à la fin de la semaine prochaine, et à ce moment-là, le gouvernement va lâcher pour éviter que les gens soient privés de fête de Noël. Et pour les autres, il va lâcher beaucoup de choses qu'il aura beaucoup de mal ensuite à retirer. Donc il risque d'être doublement perdant. Voilà ce qui se profile. Bon, on attend déjà demain de voir ce que va nous dire le Premier ministre. Merci en tout cas. Édito à lire aujourd'hui, donc évidemment, signé Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Merci Jean-Marc. Merci David.